Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec Hull2F Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Comme je le révélais dans un récent article, 55% des candidats en France déclarent accorder une grande importance au fait de travailler pour une entreprise qui privilégie la diversité et l'inclusion, selon une récente étude Indeed. Je vous propose que nous mettions immédiatement fin à une idée reçue. Non, le sujet diversité et inclusion n'est pas un simple sujet de mode. Vous me direz, certaines entreprises peuvent en profiter pour faire un peu de responsible washing, mais nous sommes bien ici sur un thème de fond qui va au-delà du simple enjeu de communication. Il n'est désormais plus rare que mes élèves refusent des offres de stage, d'alternance et d'emploi au sein d'organisations qu'ils jugent trop peu investies sur ces sujets. Diversité et inclusion font en fait partie d'un enjeu global de sustainability, cette idée que, pour être durable, une entreprise se doit d'investir ces quelques thématiques. Et ça tombe bien, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathilde Lecause, qui est DRH de Mazars en France et présidente du Lab RH. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, comme je viens de dire, tu es DRH et présidente du Lab RH, et même beaucoup plus que ça. Nous, ça fait un petit peu de temps qu'on se connaît, quelques années maintenant. Et pour moi, tu fais clairement figure de ce qu'on peut appeler une DRH moderne. Une DRH qui vit dans son époque, c'est quoi exactement ? Je pense surtout aujourd'hui, être une DRH moderne, c'est surtout être sans cesse en remise en question, parce qu'en fait, on n'a plus du tout de certitude. Et du coup, être capable de dire qu'il n'y a pas de modèle préétabli, que en fait, toutes ces croyances peuvent être amenées à être challengées par les nouvelles attentes aujourd'hui des candidats, des collaborateurs. Donc, en fait... moderne, j'espère. En tous les cas, j'essaye de me dire que sans cesse que tout peut bouger, que c'est à moi de m'adapter, que l'organisation doit s'adapter aux attentes sociétales et que l'organisation doit refléter aussi ces nouvelles attentes. Ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi, je suis obligée, en tant que présidente du Lab RH, je crois aussi beaucoup aux nouvelles technologies, mais au service de l'humain. Donc vraiment, en comment les nouvelles technologies vont pouvoir nous aider en tant que RH à être meilleurs et apporter plus de valeur à nos clients. Ouais, c'est super intéressant. Moi, en tout cas, il y a quelques mots-clés qui résonnent pas mal à mes oreilles. C'est ce mot-clé d'attente, notamment des attentes des candidats d'un côté, des salariés de l'autre. Et du coup, je te propose qu'on entre dans le vif du sujet, à savoir celui de la diversité et de l'inclusion. C'est un sujet qui est assez tabou en entreprise. Parfois, il est crédité de sujet de mode, parfois même de bullshit pour les plus énervés des contradicteurs. Comment toi, Mathilde, chez Mazars, et même à titre personnel, est-ce que tu appréhendes le sujet ? Et je vais peut-être prolonger même ma question, désolé, question un peu longue. Qu'est-ce qu'une entreprise inclusive selon toi ? Moi, c'est vrai que ce sujet, je me sens toujours toute petite à côté. Parce que je me dis, en fait, même si je mets en place des choses favorisant la diversité et l'inclusion dans mon organisation, qui suis-je pour dire que tout le monde se sent bien et dans cet environnement. Ça repose vachement sur ce que vivent et ressentent l'ensemble des collaborateurs. Et puis aujourd'hui, ça va concerner beaucoup de thématiques. Moi, en fait, c'est plutôt un sujet qui me fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui doit être apporté par l'organisation ? Qu'est-ce qui est plutôt de l'intimité des individus ? Faut-il débattre de tout dans les organisations ? En fait, parfois, j'ai pas la réponse, honnêtement. C'est pour ça que quand tu m'as demandé d'intervenir sur ce sujet, je me suis dit, mais est-ce que je suis la meilleure placée ? Ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ce métier-là parce que, oui, je pense, j'aime les gens, j'aime les femmes, les hommes, j'aime comprendre, j'aime qu'ils soient bien. Et donc, cette notion de diversité et d'inclusion, forcément, elle est là puisque
j'ai envie que tout le monde soit bien, quelle que soit son histoire, son environnement social, sa religion, ses origines, sa nationalité, son orientation sexuelle. J'ai envie juste de construire un monde meilleur, en fait, quelque part. Et donc, je pense que ces sujets-là sont importants. Maintenant, on sait que c'est compliqué. Quelque part, l'entreprise, je le vois un peu comme une mini-société, en fait. Et donc, on voit bien que faire société ensemble, c'est pas toujours évident. Se respecter, ne pas avoir peur des autres qui ont peut-être des cultures, des croyances différentes, c'est pas évident. Et donc, voilà, comment je pourrais dicter des règles pour tous dans une entreprise. Du coup, ça répond à ta question de c'est quoi pour moi une entreprise inclusive. En fait, c'est une entreprise dans laquelle, quelle que soit son origine, sa région, son orientation sexuelle, sa nationalité, en fait, on se sent dans un environnement qui nous respecte. Et je trouve que ça vient aussi questionner le sujet des communautés, parce que en voulant tout stigmatiser ou en voulant apporter tous les sujets sur la table, est-ce que quelque part on ne renforce pas ce sujet des communautés? Et je pense que voilà, l'entreprise ne doit pas être communautaire. Elle doit justement être un grand ensemble où chacun se sent bien. Ça va venir aussi questionner le sujet de la liberté. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Et ça, c'est pas évident. Moi, je pense que l'entreprise, elle est d'abord laïque, mais pour autant, je veux que chacun puisse venir et se sente bien avec le poids de son histoire, encore une fois. C'est ça pour moi être inclusif. Et donc ça veut dire, est-ce que tous les programmes, est-ce que tous les mots, est-ce que tous les comportements que je peux y observer, eh bien, m'autorisent à être moi-même, à pas me sentir jugée ou à pas cacher une part de mon identité, ou de mon histoire. Et ça, c'est tellement difficile parce que, voilà, une organisation, elle est faite d'hommes et de femmes qui ont aussi leur peur. Parfois, souvent, quelque part, ces oppositions viennent de la peur, en fait. Peur de quelque chose que je ne connais pas, peur de croyances qui ne sont pas les miennes, j'ai peur d'être jugée dans les miennes, et c'est ça qu'on doit promouvoir dans une organisation, c'est le respect ultime, la confiance. Et je pense que quand on arrive à avoir ces deux ingrédients, eh bien de fait, on a une organisation inclusive, et peut-être que les choses vont se faire plus naturellement. C'est hyper intéressant, tu as parlé de pas mal de sujets, alors j'en cite quelques-uns comme ça à la volée, l'égalité femmes-hommes, la religion, le sujet LGBTQ+, il y a la parentalité aussi, le leadership au féminin, enfin il y a beaucoup de sujets qui gravitent autour de cette thématique D&I, diversité et inclusion. Est-ce que tu penses que l'entreprise doit absolument investir tous ces sujets, ou est-ce qu'il y en a qui doivent être exclus? Alors je te prends un exemple, j'étais avec un copain hier soir qui me disait qu'il avait eu un date récemment avec une jeune femme qui lui disait, voilà, est-ce que dans ton entreprise, on investit autour de la cause des femmes? Voilà, est-ce que l'entreprise doit se positionner absolument sur tous ces sujets, ou est-ce qu'il y en a qui doivent être exclus, qui ne sont pas du tout de son ressort? C'est sûr que dans les sujets de diversité, déjà le sujet de l'égalité homme-femme, c'est tellement, à mes yeux, le premier, mais parce que c'est, voilà, sur la planète, on a autant d'hommes et que de femmes, et donc c'est pas possible que ça se retrouve pas dans les organisations, mais surtout à tous les niveaux de l'organisation. Parce que le sujet, c'est pas tant les hommes et les femmes dans les entreprises, c'est est-ce que cette égalité est de manière homogène répartie sur l'ensemble des grades. Pourquoi il y aurait plus d'hommes dans les postes à responsabilité, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qu'on a tout de suite pris, parce que tout simplement, quand on a un recrutement paritaire, ce qui est notre cas, ça n'est pas possible de ne pas retrouver la parité à tous les échelons. Mais ce n'est pas que ça, c'est vrai, la diversité. On parle souvent de ça, il y en a plein d'autres aussi. Je pense que les nationalités, les origines, les cultures, c'est extrêmement important, parce que sinon, c'est déjà, de façon extrêmement pragmatique, c'est de se priver de beaucoup de talents. Les talents ne dépendent pas de la nationalité, de la culture, du genre. Et donc aujourd'hui, dans des domaines où on peut être en plein emploi, ce serait complètement kamikaze. Mais je pense aussi qu'il y a le sujet de l'intelligence collective. Ça, je suis convaincue. On n'est pas tous les mêmes. Chaque personne construit avec encore une fois, son histoire, sa culture, ses propres croyances, ses façons de penser, et cette richesse dont ont besoin les organisations vient de là aussi. Donc il faut pouvoir croiser les regards. C'est énormément de richesse, encore une fois. Avoir que des clones,
je ne pense, ça ne favorise pas l'innovation et la créativité. Et puis ensuite, aujourd'hui, on a envie effectivement de s'engager dans une organisation qui est à l'image encore du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça le sujet, c'est comment en fait nos organisations sont bien, vivent avec leur temps. En fait, c'est ça être moderne. Est-ce que je vis avec mon temps et est-ce que du coup ces sujets-là. Après, pour autant, par exemple, moi le sujet, je vais être très transparente. Tu me diras comme toujours, mais voilà, ça n'engage que moi, je le dis. Surtout, ça n'engage que moi. Mais le sujet de la religion me questionne. Parce que moi, je suis très, très respectueuse, bien évidemment, des religions. Mais je vois d'abord l'entreprise comme laïque pour mieux vivre ensemble, en fait. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, comment le sujet des religions passionne les débats, voire oppose les individus, l'entreprise n'est pas un lieu de bataille, mais un lieu de collaboration et de savoir vivre ensemble. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le collectif, et aujourd'hui, quand je vois comment les religions opposent ce qu'on peut constater, bien évidemment, aujourd'hui, moi, je préfère me dire, mais écoutez, ça reste dans la sphère personnelle. Par contre, moi, je dois m'assurer que quelle que soit la religion des gens, ils ne se sentent pas exclus en venant chez Mazars. Ça veut dire, est-ce que peut-être des cérémoniales, des façons de parler, des moments de l'année, est-ce que je vais pas être en train, justement, quelque part, d'en valoriser une plus que l'autre? Et si je suis laïque, je suis vraiment laïque. Et ce qui est d'ailleurs, qui questionne, dans une, on va se le dire, dans une culture, on dit en France, c'est laïque, et pour autant, on sait que la religion chrétienne a quand même été, en tout cas, apporté beaucoup historiquement. Donc, je pourrais me poser la question du Noël des enfants. Est-ce que ça va parler à toutes les religions? Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Moi, je suis pas forcément pour permettre un champ d'expression de toutes les religions, mais plutôt de m'assurer que j'en favorise pas une plus qu'une autre. Parce que l'entreprise laïque, c'est ça, c'est que tout le monde doit s'en sentir à l'aise et bien avec son propre culte. Voilà, la liberté des uns doit s'arrêter où commence celle des autres. Ça me questionne aussi sur le sujet d'aborder tous les sujets en termes de diversité et d'inclusion, parce que est-ce qu'on ne va pas recréer des mini-minorités versus une majorité? Et c'est bien ça le sujet, je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de minorité et de majorité. Dans le sens où, pour moi, une entreprise inclusive, c'est qu'on va se sentir juste à égalité, quelle que soit, encore une fois, sa religion, son orientation sexuelle ou sa nationalité. Et en toute humilité, je le dis, nous, il y a plein de sujets, on n'est pas très bons. Et par exemple, le sujet de l'orientation sexuelle, les communautés LGBT, ça, on ne l'a pas encore trop investigué. Je dis pas, attention, je suis pas en train de dire chez Mazars le modèle hétéro est le modèle prédominant, et je pense qu'il y a des gens qui vivent très très bien leur homosexualité chez Mazars, mais en même temps, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il faut pas aller plus loin, parce que il y a des gens qui en parlent, mais est-ce que c'est le cas de tous? Est-ce que je suis la mieux placée? Et ça, c'est un vrai sujet qui me concerne, c'est est-ce que moi, en tant que... Alors, DRH, on va me dire oui, mais moi, j'ai mes propres croyances, mes propres cultures. Donc, quelque part, en étant hétéro, suis-je la bonne personne pour pouvoir penser et parler à la place de... Je suis très humble sur le sujet. Je me dis, mais est-ce que je fais pas des maladresses? Voilà. Donc, quelque part, j'ai bien conscience qu'on doit adresser le sujet pour le porter plus loin. Et en même temps, l'idée, je pense, n'est pas de stigmatiser les gens dans leur orientation sexuelle. Et c'est là où je trouve le sujet est très compliqué. Voilà. Est-ce que je dois faire un appel à volontaires? Mais ça voudrait dire que les gens, je leur demande quelque part d'officialiser ce sujet-là. Est-ce qu'ils en ont envie ou pas envie? Ou à contrario, oui, parce que est-ce que c'est ça pas relève moi, de la sphère personnelle et privée. Donc, c'est vrai que leur demander de c'est ça, s'exprimer et en fait sur quelque chose. Exactement, tout à fait. Et moi, je me demande si est-ce qu'on stigmatise pas, en fait, quelque part les choses en voulant parler de tout, créer des communautés sur tout. Et encore une fois, on encourage le sujet des communautés et on peut être vite communautaire, alors qu'encore une fois, moi, je veux juste qu'on ait, et c'est pas utopique, un grand collectif où chacun juste se sent, j'adore McDo qui disait venez comme vous êtes, mais pour moi, c'est vraiment ça. Une société inclusive. En fait, ce que je trouve aussi passionnant dans ce que tu dis, c'est ça peut rassurer, je pense, les DRH qui nous écoutent,
de se dire que le sujet diversité et inclusion ne doit pas porter sur leurs seules épaules, puisque à titre personnel, en tant que DRH, on n'incarne pas tous les sujets de la diversité et de l'inclusion. Donc il faut absolument que ce soit un sujet collectif, un sujet inclusif, hein, du coup forcément. Et quand je t'écoute, je te trouve quand même très humble sur le sujet. Clairement, Mazars n'est pas parfaite sur le sujet, c'est évident, comme dans toute entreprise. Mais il me semble qu'en termes d'action, quand un sujet complexe de harcèlement ou de discrimination se présente, vous avez quand même des petits exemples à présenter. Vous êtes assez exemplaire sur le sujet. Oui, oui, et ça, pour moi, ça rejoint aussi le sujet des valeurs qui, bien souvent, sont des mots, et pour moi, c'est d'abord des actes. Et c'est vrai que sur le sujet du respect, de ce qui fait qu'on est en organisation profondément humaine. Alors vous allez me dire, tu vas me dire, beaucoup d'organisations ont ça comme discours. Mazars, ça a toujours été ça. D'abord, on est des hommes et des femmes d'horizons différents et on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est pas tant le résultat qui nous importe, c'est plutôt le chemin parcouru ensemble. Et donc, des valeurs humaines, c'est beau, mais ça nécessite une exemplarité de tous les jours pour se dire, justement, c'est pas que des mots. Et en ça, je vois le DRH ou la DRH comme vraiment le gardien du temple et des valeurs qui doit avoir ce courage d'agir, d'intervenir dès lors que ces valeurs sont bafouées. Et là, pour moi, personne n'est à l'abri. Et ça vient vraiment questionner le sujet de l'exemplarité à tous les niveaux. Et quelque part, c'est pour ça que souvent on dit, ouais, mais le RH, c'est le bras armé de la direction. Non, alors c'est marrant, chez Mazars, moi, la direction me demande justement d'être le garde-fou et quelque part aussi, parfois, de venir les challenger quand on ne va pas dans la bonne direction ou quand on pourrait perdre nos repères, parce que, encore une fois, il faut que tous les jours, on soit extrêmement exemplaire. Donc oui, quand j'ai vent, et on a aussi mis en place des protocoles d'alerte, on a sensibilisé à la prévention des risques psychosociaux, on a des ambassadeurs sur le harcèlement sexuel, par exemple, et autres qui sont là parce que l'important avant d'agir, c'est être sûr qu'on est au fait, on est prévenu quand quelque chose de mal se passe, ou des propos racistes, par exemple, qui doivent être sanctionnés. Et c'est arrivé, via dès les premiers jours, des séminaires, des choses comme ça. Alors vous allez me dire, Mathilde, il n'y a pas le droit à la seconde chance. Je pense que sur certains sujets, non, on n'a pas le droit à une seconde chance. Je veux dire, aujourd'hui, en 2022, c'est pas une erreur que parfois avoir des propos sexistes, racistes. Enfin, je suis désolée. Dans ce cas-là, peut-être que sur ces aspects-là, je suis un peu intransigeante. Mais pour moi, il n'y a pas le droit à une seconde chance. Et du coup, c'est agir tout de suite, immédiatement. Sinon, je suis attaquée dans ma propre crédibilité en tant que DRH, mais aussi en tant que représentante de l'organisation. Ouais. Donc tu parlais justement d'inclure les collaborateurs, tu parlais d'ambassadeurs, notamment tout à l'heure. C'est vrai que la notion d'ambassadeur, on en parle beaucoup pour attirer des talents. Il y a des ambassadeurs au niveau de la diversité aussi, du coup, chez Mazars? Oui, alors, déjà, ce sujet, comme tu l'as dit, ça peut pas être un sujet porté uniquement par la direction ou uniquement par la DRH, parce que sinon, c'est là où on crée quelque part cette zone de risque de dire il y a une distorsion entre le discours et la réalité. C'est comme le sujet de la culture d'entreprise ou la marque employeur. Qu'est-ce qui fait que c'est authentique et réel et que derrière les mots, c'est d'abord ce qui est vécu par l'ensemble des collaborateurs. Et donc, quelque part, la diversité et l'inclusion, elle est forcément portée par chacun et chacune qui font l'organisation. Moi, je pourrais avoir des grands principes, s'ils ne sont pas respectés et véhiculés sur le terrain, en fait, ça n'existe pas. Et donc, il faut pouvoir sensibiliser nos collaborateurs, donc ces valeurs humaines, que ce soit des séminaires d'intégration, de promotion, ils sont répétés. Dans les formations au management, on rappelle tous ces sujets-là. Là, par exemple, on forme tout le monde à la prévention des risques psychosociaux pour que tout le monde puisse être en alerte sur ces sujets-là. Je leur dis souvent, vous savez, il n'y a pas que les protagonistes. Voir et ne pas agir, c'est cautionné en fait quelque part, et on a chacun la responsabilité de pouvoir s'exprimer, et surtout on a le devoir d'alerter quand on voit quelque chose qui se passe pas bien. Et ça, quelque part, ça j'ai envie de le dire, dans notre organisation en tout cas, faisons-le. Parfois je trouve ça un peu triste en fait, mais je ne juge personne dans cette indifférence. Le plus gros risque sur tous ces sujets-là, c'est l'indifférence.
c'est de passer à côté et de fermer les yeux sur des situations qui aujourd'hui ne sont pas possibles. Moi, j'ai envie que tout le monde se sente responsable. Et donc déjà, si à l'échelle de Mazars, on arrive à créer ça, moi, je reste convaincue que l'entreprise, c'est pas le seul levier, mais l'entreprise peut être un environnement qui encourage le bien-être, le respect et qui peut amener à des comportements vertueux qui ensuite se verront dans la société. Si déjà l'entreprise fait que chacun, quelle que soit sa religion, son orientation sexuelle, ses origines, sa nationalité, chez Mazars, se sentent respectés, utiles et valorisés, je pense que ça fait des individus qui sont mieux dans la vie déjà. Et parfois, c'est pas facile. On le voit bien. C'est pas facile. Donc, faisons déjà en sorte que Mazars soit cet environnement permettant de protéger, de se sentir respecté et valorisé d'abord comme être humain. Et je pense que ça donne les armes quand même pour être plus fort à l'extérieur, même si j'aimerais que ce soit le cas, bien évidemment, et je n'en doute pas, dans l'ensemble des organisations. Mais je le dis avec humilité, j'espère, mais je ne peux pas parler au nom des 4000 personnes. Donc moi, je suis très humble sur ces sujets parce que je sais que je fais beaucoup de choses, mais je ne peux pas être aujourd'hui derrière chaque situation, chaque individu. Donc j'ai besoin de l'ensemble des collaborateurs dans ce mouvement. Ouais, c'est hyper encourageant en tout cas d'entendre ce discours de la part d'une DRH. Bon, tu es une DRH de pointe, hein. Clairement, je sais que tu t'intéresses beaucoup à ces sujets depuis des années. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans d'autres entreprises. Toi qui échanges régulièrement avec tes homologues, est-ce que tu sens qu'on va dans la bonne direction sur les sujets diversité et inclusion? Moi, je sens, quand même, on en parle beaucoup. Je connais beaucoup d'homologues voilà. Ce que je trouve rigolo d'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse, mais depuis le Covid, on a toujours parlé de RSE, sustainability, etc. Mais quelque chose qui est vraiment beaucoup plus fort depuis la crise du Covid, c'est que la manière même dont les gens entendent le sujet de la RSE. C'est-à-dire, avant de vouloir, et c'est très louable, faire du mécénat de compétences, aider son prochain, aider des associations, donner à des fondations, préserver l'environnement. Est-ce que déjà, chaque organisation est questionnée dans sa manière même de traiter ses propres collaborateurs? Et que avant, de vouloir faire vers l'extérieur, assurons-nous déjà en tant qu'acteur en interne d'être irréprochable. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça évite aussi tous ces phénomènes de communication, de bashing justement sur ces sujets de sustainability en disant c'est super les organisations qui donnent des millions à des fondations mais qui sont pas capables déjà de bien traiter leurs propres collaborateurs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les candidats ou les collaborateurs ne sont pas dupes. Et viennent questionner sur plein d'aspects, pas que d'ailleurs ces sujets-là, le bashing. Les candidats déjà demandent ok, derrière les grandes politiques, et d'ailleurs c'est pas un facteur d'attractivité en soi, c'est un prérequis. C'est-à-dire pour pouvoir regarder une organisation, je veux m'assurer déjà qu'elle est irréprochable sur ce domaine. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être pour ces raisons que je postule? Non, parce que ça doit être un prérequis. Et les candidats challengent beaucoup, mais les collaborateurs, et à l'heure aussi des réseaux sociaux et de la transparence totale, sont bien placés pour dire c'est du bashing ou non dans mon organisation. Mais je vois quand même que tous ces sujets sont admis. On a beaucoup parlé aussi d'entreprises à mission. Encore une fois, je pense qu'il faut juste s'assurer que c'est pas juste des mots et des sujets de communication. Et c'est pour ça que souvent on me dit tiens, t'as pas tel sujet sur LGBT. En fait, j'allais dire, soyons humbles. Je suis pas sûre que ce soit toujours en ayant des labels sur tous les sujets, en me disant j'ai initié tel sujet, que ça fait pour autant de moi une organisation inclusive au sens large. Et c'est pour ça que je disais, j'aime bien questionner le sujet. Moi, je me dis que si déjà j'arrive à mettre en place une culture vraiment dans laquelle chacun se sent en confiance pour pouvoir parler de tout et extrêmement respecté pour ce qu'il fait de lui son identité, est-ce que quelque part, je n'ai pas besoin d'avoir des labels dans tous les sens, mais est-ce que je ne suis pas une organisation inclusive? C'est pour ça que, je pense qu'il y a bashing et qu'il faut faire attention. Après, il n'y a que des comportements au quotidien, une exemplarité à tout niveau qui font qu'on pourra y aller de manière responsable.
Ouais, j'aime bien ce côté de ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui définissent la notion de marque employeur un peu de cette manière-là, avec l'idée aussi que les collaborateurs ont la possibilité de s'exprimer sur des plateformes comme Glassdoor, comme Google, enfin, à travers les différents avis en ligne. Donc, il y a presque plus le droit à l'erreur, en fait, pour l'entreprise aujourd'hui sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Je viens de parler de plateformes, d'avis, etc. Ça m'amène une autre question. Euh, Comment est-ce qu'on mesurerait, je sais que c'est une question qui est pas évidente, mais qui est très souvent posée par les directeurs et les directrices des ressources humaines, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une politique de D&I? Bah, c'est ça qui est compliqué parce que, alors moi, si je prends l'exemple de l'égalité homme-femme, ça j'arrive bien à le mesurer. Déjà, je peux mesurer mon recrutement, le nombre de femmes à tous les niveaux. Par exemple, moi, le nombre de femmes dans mon partnership. Aujourd'hui, on a plus de 30% de femmes dans l'association, ce qui est déjà fait de nous un acteur, on va dire, un des plus avancés en la matière, même si faut-il se satisfaire de 30%. Moi, je me dis que tant qu'on n'aura pas 50, on n'aura pas fini. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je constate que ça peut se manager dans le sens et c'est pas juste avoir des quotas. Moi je crois pas à ça parce que est-ce que quand on est une femme, alors, je dis pas que les quotas n'aident pas, que je suis contre, mais je suis pas sûre qu'une femme soit ravie d'être promue parce que c'est une femme. Elle a envie d'être promue parce qu'elle est talentueuse. Donc moi je dois travailler sur les biais qui font que pourquoi à un certain moment donné, je n'ai pas suffisamment de femmes dans le pipe pour une promotion, par exemple, voilà. Et donc, en fait, quelque part, ce que je trouve intéressant, c'est sur cette question-là, pour être bien managé, il faut comprendre les biais, conscients et inconscients, et comment je déconstruis les biais. Et comment je mets les garde-fous pour que, justement, collectivement, on ne tombe pas dans ces biais-là. Si je veux un nombre de femmes, par exemple, paritaires, par exemple, ça se manage dans le sens, je sais qu'il y a des métiers, aujourd'hui, des filières, j'en ai plus, j'en ai moins. Donc, du coup, je vais tenir compte de ces biais-là pour qu'au global, j'ai tout autant de parité, d'égalité homme-femme, par exemple. Ou je me dis, tiens, dans ce métier-là, il n'y a déjà pas beaucoup de femmes, mais si je ne mets pas de femmes en recrutement ou en visibilité, là, je vais encore... voilà. Donc, il y a des choses, comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi et comment je déconstruis ces biais. Maintenant, est-ce que mesurer le nombre de nationalités, le nombre... je veux dire, même si on prend sur l'orientation sexuelle, les gens vont se déclarer. Enfin, Ouais, non, mais ça c'est me limite. questionne. Je me dis, est-ce que Ouais. tout se mesure? Alors moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, est-ce que, par exemple, le qualitatif, mesurer la satisfaction de l'ensemble de mes collaborateurs sur ces sujets-là, je pourrais les questionner sur est-ce que tu te sens fier, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens respecté, quel que soit. Et c'est ce qu'on fait. Et globalement, on est loin d'avoir des mauvais résultats. Dernièrement, on a remesuré, par exemple, le sentiment d'appartenance, la fierté d'être mazarien. 80%. Donc vous allez me dire, c'est déjà bien. Bah oui. C'est pour ça que je suis très humble. Mais je me dis, il y a 20%, les gens, ils n'ont pas dit super. Alors, ils n'ont pas dit non forcément très mauvais, mais c'est pour ça que je me dis, il faut toujours être humble avec ces sujets-là. Et en même temps, je me dirais, ok, je pourrais montrer, par exemple, les nationalités. C'est peut-être plus facile comme critère. Mais en fait, c'est pas parce que j'aurai plein de nationalités que je suis inclusif. Je peux peut-être être dans une organisation communautaire. Si les gens restent entre eux, c'est pas être inclusif en fait. C'est pour ça que moi, j'avoue que pour l'instant, quelqu'un va peut-être écouter le podcast et va me porter une solution magique. Je ne sais pas trop. En fait, je trouve ça compliqué, effectivement. Et il y a que les collaborateurs qui peuvent nous dire, en fait, c'est hyper personnel. Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens inclus dans tous les débats? Je vous donne un autre exemple. Pourtant, moi, je suis hyper inclusive, mais je ne me suis pas rendu compte, maintenant on me corrige, mais que, par exemple, dans la parentalité, quelque chose qu'on travaille énormément, je disais maman, papa. Moi, jusque-là, en général. Mais par exemple, souvent, on disait le congé maternité ou le congé paternité. On nous a demandé, à juste titre, de dire est-ce que tu ne pourrais pas dire le congé deuxième parent? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus inclusif. Parce qu'en fait, si c'est deux mamans, en fait, je n'ai pas demandé un congé paternité, moi. Ouais. Je suis une maman et il y a une autre deuxième maman. Du coup, tu exclus en fait dans ce cas. J'exclus sans le faire exprès, en fait, honnêtement, parce que par ailleurs, on a plein d'autres sujets qui la personne savait que c'était pas le problème fondamental, mais c'est des mots qui font que je préfère l'aborder comme ça en disant en fait tous les vocabulaires, tous les mots qu'on va utiliser, est-ce qu'ils sont inclusifs? C'est-à-dire est-ce que je suis capable de me mettre à la place
Et suis-je capable, moi? C'est pour ça que je pense que ça doit être extrêmement collaboratif. Est-ce que chacun, dans sa peau, quand il entend ça, se sent inclus? Et pour autant, je vais pas faire un cercle pour les couples de maman, les couples de papa, les couples hétéros. Enfin, c'est là où je me dis, on tu vas n'est pas pas créer inclusif, de on communautarisme divise. en fait. Ouais. Bah, c'est ça. C'est ça qui moi en tout cas, c'est ce qui me fait peur sur ce sujet-là. Parce que j'ai pas envie d'aller là-dedans. Moi, je rêve d'un monde où juste tout le monde se sent bien et respecte les croyances et les orientations des autres. Et même ça, honnêtement, j'aurais beau tout faire. Est-ce que chacun est à l'aise avec ça? Chaque individu dans le monde, on voit que non. C'est pour ça que il y a peut-être plutôt un rôle de pédagogie à faire dans les entreprises aussi, de sensibilisation sur ces sujets-là. Et le rôle qu'on a en tant que manager à respecter tous ces sujets-là et à l'encourager. Parce que je pense que le rôle du manager, c'est de mettre en place un environnement de travail propice, favorisant le collectif, l'intelligence collective, l'innovation et le travail collaboratif. Donc, le manager doit être le premier de proximité, doit peut-être le premier exemplaire sur ces sujets-là. Ouais. C'est intéressant parce que ça reboucle avec ma dernière question aujourd'hui, puisque tu donnes déjà quelques billes en fait aux entreprises qui souhaiteraient investir ce sujet de la diversité et de l'inclusion. Alors très humblement, encore une fois, et comme je sais que tu t'exprimes de manière très humble sur le sujet, quels conseils tu pourrais donner à une entreprise, quelle que soit sa taille, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, quels conseils tu pourrais lui donner pour développer sa politique de diversité et d'inclusion, un peu le prêt à l'emploi, c'est pas forcément évident. Je pense que sur tout sujet, mais notamment celui-là, c'est déjà de s'entourer. Déjà parce que je pense que c'est des sujets aujourd'hui qui peuvent embarquer et engager beaucoup de nos collaborateurs et collaboratrices, et que surtout, le DRH seul, c'est la meilleure manière de se tromper. Et donc, sur ces sujets-là, nous, on crée par contre des communauté de gens volontaires à travailler sur le sujet. C'est-à-dire, c'est pas, encore une fois, je représente tel bord, telle culture, etc. C'est plutôt dire, c'est un sujet collectif qui doit être porté collectivement. Et donc, créer une communauté d'ambassadeurs sur ce sujet, convaincus, qui a envie d'œuvrer. C'est la meilleure façon d'avoir des points de vue différents et de ne pas se tromper. Et puis, le deuxième, c'est la meilleure manière aussi de diffuser. Parce qu'on va avoir des opérationnels proches du terrain qui vont être les ambassadeurs aussi de cette démarche et qui peuvent aller tester aussi des programmes. Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce qu'au contraire, ça n'est pas... Parce que je pense aussi que ça doit être en cohésion avec la culture de l'entreprise, l'ADN. Chaque entreprise a sa façon d'aborder les sujets. Je dirais ça, pour moi, c'est le B à bas. Et puis après, prenons les sujets un à un. C'est tellement vaste que nous, voilà, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur les sujets déjà de parité, d'égalité homme-femme, de parentalité. Aujourd'hui, je pense que le sujet nationalité, c'est vrai que je l'affiche pas comme ça, mais bon, je vois le nombre de permis de travail. Enfin voilà, on embauche beaucoup de gens étrangères, qui n'ont pas la nationalité française. Et c'est pas du tout un sujet, bien évidemment. Mais c'est vrai, est-ce qu'on l'affiche? Est-ce que les gens ont besoin? Voilà, ça questionne. En tous les cas, je sais qu'il y a d'autres champs qu'on doit investiguer, mais sans avoir forcément, encore les idées très claires sur le sujet. Donc, je dirais que la deuxième peut-être clé, c'est discuter. Moi, par contre, je rencontre beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là dans d'autres organisations, petites, grandes, pour avoir leur retour d'expérience. Quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce qui a bien marché? Et souvent, c'est aussi des sujets qui sont qui sont pris aussi par les collaborateurs, en fait. Le sujet porté top-down, j'y crois pas. En tout cas, c'est un retour qu'on a souvent. C'est dire, en fait, il faut qu'en tant qu'organisation, s'il y a besoin de mettre en place des espaces de discussion sur ce sujet-là, faisons-le. Encore une fois, pour expliquer, pour évangéliser, pour faire société ensemble. Pour créer de l'adhésion. Dans l'entreprise, voilà. Mais en même temps, l'idée, c'est pas de créer des bannières quelque part et d'afficher de manière communautaire les sujets. En tout cas, je pense pas que ce soit la bonne manière d'y parvenir. Ah bah c'est super intéressant. Et
Moi, je retiens quand même ces notions de respect et aussi l'idée que l'entreprise est finalement un échantillon de la société. Je trouve ça intéressant puisque voilà, tous les enjeux de société se retrouvent au sein même de l'entreprise. Merci beaucoup Mathilde pour tous Merci ces à toi éclairages encore une fois. sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. Je rappelle que tu es DRH de Mazars en France et présidente du Lab RH. Un grand merci encore et à très vite. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult-EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.